d'État au Burundi mercredi. Pierre Nkurunziza toujours en dehors du pays. Le président tanzanien réagit. « 72 personnes ont perdu la vie dans un incendie aux Philippines. Le drame est survenu dans une fabrique de chaussures à Valenzuela. Visite de François Hollande en Amérique latine. La Havane salue le leadership français. Nouvelle édition du journal sur Sika. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tentative de coup d'État au Burundi dont l'issue reste incertaine puisque le gouvernement burundais affirme qu'il a échoué. L'acte a été condamné par les chefs d'État de la communauté est-africaine. La situation burundaise reste confuse jusqu'ici. L'issue du coup d'État militaire orchestré par le général Godefroid Niyombare demeure incertaine. Après que ce dernier ait annoncé la destitution du président Nkurunziza sur les ondes d'une radio privée, la présidence burundaise a immédiatement réfuté la nouvelle, annonçant que le coup d'État militaire avait été déjoué. La tentative de putsch au Burundi a eu lieu alors que Pierre Nkurunziza assistait à un sommet organisé pour trouver une issue à la crise burundaise. Sommet au cours duquel étaient réunis les chefs d'État de la communauté est-africaine. Ces derniers ont d'ailleurs fermement condamné les actions du général Godefroid Niyombare. Nous sommes tous d'accord pour dire que les conditions ne sont pas propices à des élections au Burundi. Nous demandons donc aux autorités du Burundi de repousser les élections à une date qui ne se situe pas au-delà du mandat du gouvernement actuel. Si les deux camps sont d'accord pour ne pas verser le sang des Burundais, la situation reste cependant très tendue au Burundi. Des manifestations continuent et des tirs résonnent dans le pays. Après l'annonce de la destitution du président burundais, le général Godefroid Niyombare a ordonné la fermeture des frontières et de l'aéroport du pays, l'empêchant ainsi de revenir dans le pays. D'après les dernières informations, Pierre Nkurunziza serait toujours en Tanzanie dans un lieu gardé secret pour l'instant. Des rafales de tirs de mitrailleuses entrecoupées, de tirs d'obus étaient entendus à proximité de la radio et de la télévision nationale burundaise ce jeudi. Les tirs sont intervenus immédiatement après la diffusion d'une allocution sur la RTBN du président Pierre Nkurunziza, bloqué en Tanzanie depuis le début de la tentative de coup d'État contre lui mercredi. Aux dernières nouvelles, la chaîne nationale n'est même plus. Au Burundi, toujours donc au lendemain de l'annonce de la destitution du président Pierre Nkurunziza par le général Godefroid Niyombare, la situation est encore confuse. Mais au regard de la situation qui a conduit le pays vers cette situation, doit-on condamner ou non ce coup d'État, ou plutôt tentative de coup d'État qui se précise? Quelle pourrait être la position de la communauté internationale face à ce putsch s'il se confirmait? L'analyse du professeur Donji Yamou, agrégé des facultés de droit et spécialiste du droit international, reçu au téléphone par Emmanuel Crépi. Professeur Donji Yamou, vous êtes professeur de droit et spécialiste du droit international et vous avez suivi avec intérêt le dernier développement de l'actualité au Burundi. Un coup d'État qui est en train de se préciser a été perpétré depuis hier par le général Godefroid Niyombare. Quelle doit être l'appréciation, la position de la communauté internationale face à ce coup? La situation au Burundi est une situation moins nette, puisque jusque-là, on sait que l'armée régulière tente de maintenir le président Nkurunziza, mais pour ce qui concerne la communauté internationale, l'attitude peut être examinée du point de vue de la communauté internationale, Organisation des Nations Unies et des organisations régionales. Pour ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies, il faut rappeler de sécurité aujourd'hui même examine en urgence, à la demande de la France, la
situation de ce putsch qui se déroule, cette tentative de putsch au niveau du Burundi. Il faut dire aussi que la communauté internationale, à travers l'envoyé spécial régional des Grands Lacs, Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, avait déjà commencé à s'intéresser à la situation depuis une dizaine de jours. Et donc, le président Nkurunziza était en Tanzanie, à Dar es Salaam, avec le représentant de l'Organisation des Nations Unies et les membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Donc, la participation de la communauté régionale dans le règlement de ce conflit. Alors, Madame Yamou, nous avons suivi tous le déroulement de l'actualité au Burundi. 17 jours de contestation contre un président Nkurunziza qui voulait se maintenir au pouvoir malgré l'accord d'Arusha, malgré les dispositions de la constitution burundaise. Nous savons également la position de la communauté internationale face au coup d'État. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce coup d'État, si cela se confirmait, pourrait être légalisé, validé par la communauté internationale? Alors, il serait difficile de légaliser un tel coup d'État parce qu'il faut rappeler que le président Nkurunziza n'est pas à la fin de son mandat. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme vous l'avez si bien dit, le système régional, à travers le protocole sur la bonne gouvernance et à travers l'acte constitutif de l'Union africaine, bannit le changement anticonstitutionnel de pouvoir. Donc, sur le principe même, on ne peut pas légaliser cette situation-là. Mais en droit international, les faits sont parfois un peu têtus. Et donc, il peut en effet arriver que dans cette situation-là, on puisse imaginer que si le président Nkurunziza tient toujours à maintenir mordicus sa place pour un troisième mandat, eh bien le Conseil de sécurité prenne des décisions assez fermes pour revoir l'équilibre des forces dans l'acceptation de l'accord d'Arusha. Donc vous voyez que ici, sur le principe même, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il peut y avoir légalisation, mais dans les faits, il peut arriver que compte tenu de la situation initiale, c'est-à-dire le non-respect par le président Nkurunziza des accords d'Arusha, on en arrive à accepter cette situation au nom du principe de l'arroseur arrosé. La rébellion à dominante Touareg a ce jeudi paraphé à Alger l'accord pour la paix au Mali du 1er mars. Mais les rebelles ont martelé que de nouvelles négociations seraient nécessaires avant la signature d'un accord définitif. Quant à la date du 15 mai 2015, arrêtée pour la signature proprement dite et fixée sans avoir consulté la CMA, la rébellion informe qu'elle ne sera pas présente à la cérémonie prévue vendredi à Bamako, levant donc les derniers doutes sur sa position attendue. Rappelons que le document a été paraphé à Alger le 1er mars par le camp gouvernemental, mais pas par la rébellion qui, après avoir consulté sa base, avait indiqué ne pas pouvoir la valider en l'état. Confronté à une Russie plus agressive et à la menace djihadiste, l'OTAN et l'Union européenne veulent améliorer leur coopération, notamment en matière de renseignement. L'UE et l'OTAN, qui comptent donc 22 États membres en commun, sont confrontés à différentes crises. À l'Est, il y a la situation en Ukraine et les tensions avec la Russie. Au Sud, les troubles et l'extrémisme violent ont atteint des niveaux jamais vus dans les temps modernes. Et d'après le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, pour l'OTAN, il est impératif d'améliorer ses capacités de compréhension et d'évaluation en cas de tension soudaine en son sein ou donc à ses frontières.
Visite de François Hollande en Amérique latine. Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez salue le leadership de la France dans le rapprochement engagé entre Cuba et l'Union européenne. Ce déplacement du président français a, selon le ministre des Affaires étrangères de Cuba, mis en évidence les liens très positifs et l'énorme potentiel à développer entre la France et Cuba. La relation entre les pays européens et Cuba a été intense, historique et traditionnelle. Ces derniers jours, la visite du président français l'a ressorti, tout comme la visite de travail du président de la République de Cuba à l'État italien et à son premier ministre. Je pense que ça a été un franc succès pour les deux côtés, ce qui ouvre un chemin positif à la relation entre l'Europe et l'Amérique latine et les Caraïbes. Si les deux délégations travaillent intensément et que nous atteignons une compréhension adéquate pour établir où sont nos objectifs communs et où sont nos limitations et nos différences, il me semble que nous pouvons faire des progrès significatifs d'ici la fin de l'année. 72 personnes ont trouvé la mort dans un incendie virulent survenu dans une fabrique de chaussures de Manille où les familles des victimes ont mis en cause des conditions de travail épouvantables comme souvent dans les pays en développement en Asie. Les secours ont retiré ce jeudi des dizaines de corps des cendres de ce bâtiment de 2 étages situé dans la zone industrielle de Valenzuela au nord de la capitale philippine où les ouvriers terrifiés avaient été pris au piège la veille, faute apparemment de portes de sortie en nombre suffisant et de formation au risque. L'incendie s'est déclaré à la mi-journée mercredi, vraisemblablement provoqué par les étincelles de fer à souder utilisées pour réparer un portail et qui aurait mis le feu à des produits chimiques entreposés tout près. L'usine produisait des chaussons et des sandales bon marché destinés au marché local. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition que nous avons eu du plaisir à vous présenter, mesdames et messieurs. Très bonne suite des programmes sur SICA. Au revoir.